vous propose que l'on commence. Est-ce que ça vous va? Oui, Oui, merci. d'accord. Ok. Eh bien, Oui. écoutez, hop, vous voyez mon écran. Merci d'être présent à notre webinaire que nous organisons donc en partenariat avec le CTCPA, le Pôle Mer Bretagne Atlantique et Valorial. Et ce webinaire eh bien, est prévu sur le thème des microalgues. Dans un premier temps, je vais vous rappeler quelques petites consignes pour que le webinaire se déroule au mieux. Je vais vous demander de bien vouloir couper votre micro et votre caméra pour éviter tout problème technique ou bande passante. Vous pouvez poser votre question via le petit icône qui est entouré sur la slide et les questions seront posées après chaque intervention. Et puis, pour rappel, le webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur le site du Technocampus Alimentation dans la rubrique Actu et Inspiration. Voilà, et donc dans la rubrique en plus Replay. Je voulais très rapidement vous présenter le Technocampus Alimentation. Donc nous sommes, je sais qu'il y a beaucoup de participants qui sont hors des Pays de la Loire, donc il me paraissait intéressant de vous le présenter, le Technocampus Alimentation avec ses missions. Donc on est basé à Nantes en Loire-Atlantique, plus précisément sur le site de la Géraudière. Et le Technocampus Alimentation, c'est une ressource qui est créée par la région des Pays de la Loire et sa mise en place est une manière forte pour la région de montrer son engagement auprès de la filière agroalimentaire ligérienne. Donc, il est avant tout au service de la compétitivité de l'ensemble des entreprises agroalimentaires en actionnant un levier qui est celui de l'innovation. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'être là pour faciliter les projets d'innovation, de recherche et le développement des entreprises ligériennes, et ce, quelle que soit leur taille. Ça va du porteur de projet en passant par la start-up, le groupe et les start-up de la food tech. Donc, notre offre de service s'articule autour de 3 piliers: informer, accompagner et animer. En bref, on apporte de l'information différenciante de toutes sortes, qu'elle soit technique, économique, scientifique, en lien avec de nouvelles méthodologies d'innovation ou des nouvelles tendances de consommation, par exemple. Ça se traduit par des webinaires comme aujourd'hui, ou par des journées d'information sur des sujets d'actualité et bien spécifiques. Autre axe, eh bien, on accompagne les entreprises de manière individuelle et personnalisée. Ça peut aller de la recherche de halles de fabrication, par exemple, à celle de dispositifs de financement. On identifie leurs problématiques, on clarifie le besoin de l'entreprise, ce qui permet de leur faire gagner du temps. Et comme là, on l'a mentionné, telle une boussole, eh bien, on les oriente vers le bon solutionneur, vers l'expert, l'entreprise, le laboratoire de recherche, qui pourra les aider à avancer vraiment concrètement dans leur projet. Et puis le dernier pilier, c'est qu'on nous, on joue un rôle d'animation de la filière alimentaire et de la food tech en Pays de la Loire. On anime aussi le bâtiment Totem qui est sur la slide. Il faut savoir qu'il y a 12 locataires qui sont dans ce bâtiment, que ce soit des académiques, des entreprises ou des startups. Et donc, comme cette filière alimentaire, elle est très dense et complexe en Pays de la Loire, on crée, nous, des synergies entre les différents univers de la recherche et de la formation et les entreprises. Voilà. Pour illustrer ceci, très rapidement, je vous présente quelques événements que l'on propose prochainement. Un événement qui va porter sur l'intelligence artificielle et ça aura lieu le 2 juin au Technocampus Alimentation. Autre événement que l'on propose également, c'est en lien avec le CTCPA, c'est dans le cadre de nos Jeudis de l'Agro. Le prochain a lieu le 19 juin et portera sur les protéines alternatives. Et donc,
Voilà. Et puis le prochain événement aussi, c'est l'impression 3D. On propose aux entreprises de venir tester l'impression 3D alimentaire pour valoriser leurs coproduits. Donc, c'est une action que l'on mène avec Oniris et la HAL6. Ça a lieu à Nantes l'après-midi. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Notre autre événement, c'est Opération Entreprise en Labo. On propose aux entreprises de rencontrer les laboratoires de recherche, de visiter ces plateformes. Et le prochain, ça sera le 3 juillet. On va visiter la plateforme ligérienne Inotopic. Qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet d'authentifier vos matières premières et de valoriser l'origine de vos produits. Et donc, ça, c'est le 3 juillet. N'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, le dernier webinaire qu'on fera dans le cadre de ce semestre, ça sera sur la cible Gen Z et que l'on organisera en partenariat avec Audencia. Voilà, donc toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre site internet. J'ai oublié de le dire, on est une équipe de 3, vous avez nos coordonnées. Donc moi, je suis Véronique Bossière. Viviane va intervenir tout de suite. Et il y a Sadia Etelkadi qui est avec nous. Voilà. Pour revenir à notre webinaire, donc voici le programme qu'on vous avait présenté lors de nos invitations. La différence près, c'est qu'il y a effectivement, on a le plaisir d'accueillir deux entreprises qui vont témoigner et faire leur retour d'expérience, qui sont Algama, avec la présentation de Jean-Paul Cadoret, et l'entreprise C4Earth avec Nicolas Durand qui feront leur retour d'expérience. Voilà, donc je vais donner la parole à Viviane Kerlidou du Technocampus Alimentation qui va nous parler d'une démarche que l'on a mis en place dernièrement sur la thématique de l'alimentation santé. C'est une démarche régionale et donc je donne la parole à Viviane. Merci. Merci beaucoup Véronique. Je vais partager mon PowerPoint, donc vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop. Alors, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vous a dit Véronique, on voulait vous dire quelques mots d'introduction sur une dynamique en fait qui a été lancée par la région des Pays de la Loire afin d'aider les entreprises agroalimentaires à accélérer en fait sur un marché d'avenir à fort potentiel, donc le marché de l'alimentation santé. Alors, pourquoi ce marché précisément? C'est tout d'abord parce qu'il répond en fait à une très forte attente des consommateurs. On va le voir, je vais vous présenter un extrait d'une étude quantitative que l'on a réalisée l'année dernière auprès de 400 consommateurs sur tout le territoire français. Et je vous présenterai aussi les résultats d'une étude qualitative qu'on a menée auprès d'une dizaine d'entreprises agroalimentaires des Pays de la Loire, puisque cette thématique en fait de l'alimentation santé, c'est également en fait un réel levier d'innovation et de développement. Donc, je vous le disais, cette dynamique régionale qui est née l'année dernière, elle a vocation en fait à proposer un accompagnement aux entreprises agroalimentaires sur cette thématique de l'alimentation santé. On a réalisé un certain nombre de travaux, des scénarios prospectifs en partenariat avec une agence de prospective, Le Coup d'après. Vous pouvez les retrouver en libre accès via un lien sur notre site internet. Donc là, vous avez le document qui est téléchargeable. On a également réalisé des études, donc je vous le disais, Quanti et Quali, dont je vais vous donner quelques extraits qu'on est en train de formaliser et dont les résultats seront également disponibles au début du second semestre 2025 directement sur notre site internet. On a organisé des workshops entre entreprises agroalimentaires et labos de recherche pour faire émerger des projets collaboratifs et puis pour essayer d'identifier des thématiques justement pour enrichir nos webinaires, nos visites de laboratoire et Véronique vous l'a cité, par exemple des ateliers qu'on organise dans le cadre de Fab Lab.
Voilà, mais encore une fois, l'ensemble de nos événements sont accessibles sur notre site internet, donc je ne vais pas m'y étendre. Juste pour rappeler pourquoi l'alimentation santé, hein, je vous disais que c'était un marché porteur, donc quelques données qui sont issues ici du baromètre de l'esprit critique. Dans les critères déterminants de l'acte d'achat par le consommateur de produits alimentaires, alors sans surprise, on retrouve le premier qui reste et de loin le prix en fait. Mais tout de suite après, on va retrouver les critères nutritionnels et donc l'équilibre en fait des produits alimentaires qui lui sont proposés. Juste après, on va retrouver les critères éthiques et environnementaux et ça c'est notamment vrai auprès des jeunes générations, dont la génération Gen Z, hein, sur laquelle on fera d'ailleurs un webinaire début juillet. Donc, comme vous le voyez à l'écran, 3 Français sur 4 recherchent quand même systématiquement l'équilibre dans leur repas et 8 sur 10, donc une grande majorité, ont bien intégré donc les recommandations du PNNS et la consommation de fruits et légumes dans chaque repas. Alors, quelques données, comme je vous le disais, qui sont issues de l'étude quantitative que l'on a réalisée en fin d'année dernière. Donc, on a demandé en fait aux consommateurs pour eux ce que signifiait bien manger et à une grande majorité, en fait, il y a un triptyque qui est ressorti de leur perception. Bien manger, c'est avant tout manger sain. Manger bon, donc avoir des produits de qualité organoleptique avérée et manger naturel. Donc une forte attente également sur cette thématique de la naturalité et du clean label. Et ces 3 critères sont vraiment indissociables pour que le consommateur considère en fait que son alimentation répond à une attente en matière de santé. Donc, on a creusé un petit peu ce que le consommateur mettait derrière le verbatim manger sain et ce qui est apparu en fait, c'est vraiment cette notion d'équilibre hein, pour une majorité des consommateurs. Manger sain, c'est manger équilibré, c'est-à-dire c'est intégrer des fruits et légumes dans leur ration quotidienne, mais c'est également, et ça c'est aussi important, avoir une alimentation sans risque pour la santé. Et ce qui met derrière cette notion de sans risque, c'est principalement des attentes en matière de produits moins transformés. Donc, il y a eu beaucoup hein, d'informations dans les médias sur l'ultra-transformation. Donc, c'est quelque chose auquel ils y sont beaucoup sensibilisés et également une alimentation et des produits, une offre alimentaire sans additifs ou sans conservateurs. Donc voilà, des choses assez classiques qu'on retrouve d'ailleurs dans la majorité des études qui paraissent actuellement. On a creusé un petit peu et on s'est rendu compte en fait qu'une une proportion assez significative, hein, 43% des consommateurs audités nous disaient qu'ils estimaient être assez loin de cette notion de manger sain, de manger équilibré, notamment faute d'information et d'éducation sur la thématique. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est être en très forte attente, hein, 9 consommateurs sur 10, sur notamment des idées et des façons de savoir bien cuisiner sainement et équilibré au quotidien. Donc, voilà, des pistes quand même de sensibilisation et d'information à faire pour qu'ils comprennent que l'offre alimentaire leur permette de manger équilibré. En creusant un petit peu sur quels pourraient être les leviers pour justement les faire consommer de façon plus saine et plus équilibrée, ce qui est ressorti, c'est une vraie attente sans surprise sur le prix en fait des produits pour manger sainement. Donc avoir une offre qui soit accessible de façon économique, mais également avoir une offre qui soit disponible, que ce soit au niveau des produits transformés, des matières premières ou des ingrédients sur la durée. Et enfin, la notion de praticité qui est aussi fortement ressortie pardon, avec notamment ses corollaires hein, qui sont le manque de temps pour cuisiner, le manque d'idées pour avoir des recettes équilibrées quotidiennement et puis des problèmes de conservation. Ça, c'était notamment lié à l'offre en produits frais, notamment en fruits et légumes, vu que le consommateur a tendance à faire un lien assez direct entre produits frais et produits sains et manger équilibré.
Voilà, ça c'est quelques grands enseignements qu'on a tirés de l'étude quantitative qu'on a réalisée. On a également, comme je vous le disais, réalisé une étude qualitative pour savoir un petit peu comprendre où en étaient les industriels agroalimentaires de la région vis-à-vis de cette notion d'alimentation santé. On l'a réalisé, comme je vous le disais, auprès d'une dizaine d'entreprises, alors toute taille confondue, hein, puisqu'on est allé vraiment de la start-up au grand groupe. Et puis, on a essayé de mixer aussi les secteurs, hein, produits de BVP, produits laitiers, produits carnés, produits végétaux, etc., etc. Ce qui est vraiment ressorti, c'est que la majorité des entreprises avaient déjà intégré cette notion d'alimentation santé dans leur proposition d'offres alimentaires depuis déjà un certain nombre d'années, qu'elles avaient déjà mené pas mal de travaux de R&D et d'innovation pour répondre aux attentes des consommateurs qui étaient quand même bien connus à l'heure actuelle. Les principaux travaux qui ont été réalisés, c'était notamment pour une mise en conformité réglementaire et vis-à-vis des recommandations du PNNS et du Nutri-Score. Donc, il y avait deux grands axes qui avaient été adressés, hein, l'amélioration du profil nutritionnel, notamment la baisse en sucre, en sel, l'amélioration du profil lipidique, l'ajout éventuel de fibres en fonction de la typologie des produits et également la suppression des additifs et des conservateurs controversés. Donc voilà, vraiment une démarche qui allie nutrition et clean label naturalité. Donc ça a déjà été fait et c'est assez bien maîtrisé, quel que soit le type d'entreprise. Maintenant, on leur a posé la question des freins, en fait, ce qui les bloquait pour aller plus loin et ce qui est ressorti quand même de façon assez prégnante, c'était la difficulté pour elles d'aller plus loin parce que aller plus loin, ça voulait dire innover sur du long terme. Et c'est vrai qu'elles étaient plutôt dans une logique quand même court-termiste de reformulation en fonction de la fluctuation du prix des matières premières, des ingrédients, et que les verrous technologiques auxquels elles se heurtaient pour aller plus loin dans l'innovation nutritionnelle nécessitaient des travaux de R&D qu'il était parfois coûteux et compliqué à mettre en œuvre. Donc cette notion en fait du surcoût lié à l'innovation et de son intégration par le consommateur est vraiment une priorité qui est ressortie. Le fait de se heurter à des verrous technologiques qui impliquent des innovations à long terme et de sortir d'une réflexion purement court-termiste. Et enfin, une vraie problématique liée à la communication, comment en fait rendre son offre alimentaire innovante sur la thématique de l'alimentation santé attractive et compréhensible par le consommateur. Beaucoup nous ont dit que le risque qu'elles y voyaient, c'est que communiquer sur la notion de santé risquait de dévaloriser en fait l'offre classique qu'elle pouvait proposer. Donc beaucoup d'interrogations autour du marketing en fait et de la communication à faire sur cette notion de santé vis-à-vis de l'offre alimentaire. On leur a également posé la question sur quels étaient les différents sujets et les différents leviers d'innovation qu'elles voulaient mettre en œuvre dans les 5 prochaines années. Et ce qui est ressorti de façon assez logique, c'était continuer à comprendre et à anticiper en fait les besoins et les attentes des consommateurs, notamment via la prospective. Et principalement en fait pour mettre en place une alimentation plus personnalisée avec des réflexions et un travail à mener, notamment sur une offre qui tienne compte du genre, de l'âge, de différentes problématiques de santé que pouvait rencontrer le consommateur. Les médias parlent énormément depuis quelques années du microbiote, donc une majorité commence à s'y intéresser. Le deuxième point qui est ressorti, c'était tous les aspects liés à la durabilité et à l'éthique. On a vu que c'était quelque chose qui revenait en troisième critère de déterminant de l'acte d'achat par le consommateur et notamment par les nouvelles générations. Et l'objectif, c'est de comprendre et d'intégrer les ressorts de l'économie circulaire en fait dans la stratégie d'entreprise et de la décliner sur le process d'innovation, mais également d'intégrer en fait la santé environnementale dans une réflexion globale sur l'alimentation santé, notamment en réfléchissant sur comment assurer la durabilité au niveau du sourcing des matières premières, des ingrédients, mais aussi de la valorisation des coproduits et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, je vous l'ai dit dans les principaux freins, c'était comment innover sur du long terme en capitalisant en fait sur les avancées de la science, notamment pour lever un certain nombre de verrous technologiques que rencontrent les entreprises suite aux premiers travaux de reformulation qu'elles ont réalisés. Et là, encore une fois, c'était
capitaliser via des collaborations sur les avancées scientifiques et technologiques, alors que ce soit en matière de biotechnologie, par exemple, de process, mais également de digitalisation. Et ça se traduit concrètement par beaucoup de questions sur l'ultra-transformation, hein, notamment comment faire pour proposer une offre moins ultra-transformée aux consommateurs à un prix accessible et surtout qui réponde à la réglementation et sur laquelle on peut communiquer de façon positive, et également comment intégrer l'intelligence artificielle au service de l'alimentation santé et de la promotion de l'offre proposée aux consommateurs. Voilà, en résumé très rapide, quelques-unes des thématiques qui sont ressorties. On a aussi un petit peu creusé les différents thèmes justement que les entreprises souhaiteraient voir abordés pour avoir un complément d'information. Et les microalgues et les algues en général sont ressortis assez rapidement puisque c'est un aliment vraiment d'intérêt pour cette thématique de l'alimentation santé en fonction d'un certain nombre de critères, hein, bien entendu de leur profil nutritionnel en tant qu'ingrédient dans une offre produit, mais également de leur empreinte environnementale puisqu'elle est quand même nettement réduite. Également liée à la grande variété d'applications et donc voilà à leur potentiel dans une offre alimentaire diversifiée, et enfin également parce qu'elle représente un véritable atout en fait pour le territoire ligérien, mais également le territoire du Grand Ouest en règle générale. D'où notre volonté de vous proposer en partenariat avec le PMBA et Valorial ce webinaire. Et donc, suite à cette courte introduction, je vais tout de suite passer la parole à Anne-Cécile Goulet du pôle mer Bretagne-Atlantique qui va vous faire vraiment un focus en fait sur et un panorama sur l'usage des microalgues et des algues au service de l'industrie agroalimentaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Viviane, simplement, il y avait Oui, une question. oui. La question était de savoir si, d'avoir le lien pour retrouver l'étude. Donc, vous la retrouvez dans la conversation. J'ai mis le lien. Vous retrouverez cette étude également, comme on l'a dit, sur notre site internet, couplée du livret blanc que l'on va réaliser au second semestre de cette année. Et il y avait une autre question, c'est est-ce qu'on avait une référence réglementaire sur le mot ultra-transformation, Viviane? Oui, ça c'est vraiment une problématique qui est ressortie très forte parce que a priori non. Et justement, enfin, en termes de communication derrière, c'est une vraie question qui se pose à l'heure actuelle. Mais on va proposer effectivement des webinaires également sur ce sujet puisque c'est vraiment un sujet d'intérêt qui est ressorti pour les industriels. Bon, ça semble répondre à la question de Magali Weber. Anne-Cécile, on te laisse prendre la main sur la suite. Ça Merci, marche. merci Viviane. Merci Viviane, merci Véronique. Est-ce que Merci. mon écran est juste bien actif en plein écran Oui, pour tout le monde? Oui, Ok, oui, c'est bon, super. Anne-Cécile. Ok. Merci. Et ouais, merci beaucoup d'avoir proposé de faire ce focus sur les algues suite aux marques d'intérêt des entreprises de l'industrie agroalimentaire. Donc, je suis Anne-Cécile Goulet, je travaille au Pôle Bretagne et Atlantique. Et du coup, dans ce cadre, j'anime un cluster d'acteurs en Pays de la Loire qui est fédéré pour le développement économique de la filière micro-algues. On est soutenu par 3 collectivités territoriales qui sont la région Pays de la Loire, Nantes Métropole et la Carène, et structuré autour d'une feuille de route qui court jusqu'à 2027. Donc, cette initiative, ça a permis d'identifier conjointement avec les acteurs de la filière des priorités pour se déployer et surtout se structurer et la faire grandir. Voilà. Et ça passe notamment par valoriser l'excellence scientifique et technique disponible, donc en Pays de la Loire, mais aussi au-delà de nos frontières. Et donc aujourd'hui, alors on va commencer par un rapide périmètre de définition. Qu'est-ce qu'on entend par algues? Parce qu'on a parlé micro-algues, algues tout court, alors quelle est la différence? Aujourd'hui, on vous propose de parler des algues en manière générale, donc des macro-algues, celles qu'on voit à l'œil nu, mais des micro-algues aussi, qui sont donc les organismes photosynthétiques qui sont extrêmement petits. Et pour les plus spécialistes d'entre vous, par algues, on entend aussi les cyanobactéries, et donc la spiruline est aussi inclus dans notre démarche pour favoriser le développement économique de la filière. Donc les algues, ça sert à quoi en industrie agroalimentaire? Ça existe déjà. On peut identifier 3 usages principaux. Tout d'abord, l'usage le plus évident, c'est en tant qu'ingrédient alimentaire pour un usage direct dans les recettes. Elles vont être utilisées soit sous forme fraîche, déshydratée ou en poudre, et elles peuvent être intégrées dans des produits transformés.
On les regarde notamment pour des apports nutritionnels intéressants qui avaient été déjà évoqués, donc les protéines, des acides aminés essentiels, les oméga 3, encore des apports en iodine. Et du coup, on peut trouver en grande surface ou en boutique spécialisée dès aujourd'hui des tartares d'algues qui sont les plus connus, mais aussi des chips, des crackers, des pâtes, des sauces, des condiments, des céréales. Voilà. On voit de plus en plus de produits se émerger et surtout avoir une diversification de ce type de produits. Les algues, c'est aussi traditionnellement utilisé dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour un usage cette fois-ci plus indirect en tant qu'additif pour des propriétés fonctionnelles. Là, c'est la fonctionnalité de l'ingrédient qui va être cherché. J'ai cité en exemple les alginates de laminaire ou encore des carragénanes de Chondrus crispus, du nelke rouge, qui là, cette fois où c'est vraiment la notion d'épaississement, de gélifiant qui va être recherchée. Et la troisième proposition de valeur pour les algues sur ce marché, on pourrait la définir comme supplément. En tout cas, c'est la revendication de la bioactivité des algues qui va intéresser. On est plutôt sur le segment du marché de la nutraceutique, où ça va être l'activité d'antioxydants ou d'anti-inflammatoires grâce à des pigments d'algues, phycocyanine, fucoxanthine, astaxanthine, qui va être revendiquée par les fabricants. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, je ne vois pas le chat, donc je ne vois pas s'il y a des questions en cours de route. De toute façon, on aura une session questions-réponses ensuite. Il n'y a pas de question, Cécile. Ok, ça marche. Juste, on a quand même un cas particulier qui est le cas de la spiruline que je mettais en intro, parce que la spiruline, c'est celle qui a la meilleure acceptabilité auprès du consommateur, c'est la plus connue. Par curiosité, est-ce que tous ceux qui connaissaient la spiruline avant le webinaire peuvent mettre un pouce? Voilà, qu'on voit un peu qui connaissait la spiruline et après qui en consomme. Parce qu'en fait, des fois on la connaît, mais on ne la consomme pas forcément. Voilà, mais je vois qu'il y a quelques mains qui se lèvent, des petits pouces qui se lèvent. Donc déjà, voilà, c'est un peu la plus célèbre. Et en fait, on a une consommation en effet qui est beaucoup plus ancrée dans les régimes alimentaires des Européens. Et ce qu'on a observé, nous, à l'échelle du territoire, c'est qu'on a déjà des collaborations en fait entre des spiruliniers de la région et aussi des fabricants pour proposer des produits comme du chocolat ou des glaces ou de la spiruline de producteurs locaux va être intégrée. Et en fait, le but aujourd'hui, c'est d'élargir aussi la discussion à l'industrie agroalimentaire parce qu'ils ont marqué un intérêt pour cette biomasse et d'en savoir plus. Donc aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à l'industrie agroalimentaire? C'est parce que pour les algues, donc macroalgues, microalgues et spiruline que vous voyez sur la gauche de ce graphique, eh bien l'usage en alimentation humaine, c'est l'usage le plus important. Alors c'est des usages qui sont remontés, je pointe quand même la subtilité que ce ne sont pas des volumes d'algues associés à ces usages qui sont représentés sur le graphique. Voilà. Et donc là, c'est l'usage de la biomasse algale à l'échelle européenne, pas que sur le marché français. Et ça nous semble plutôt opportun de s'intéresser aux algues dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui parce qu'on a un cadre réglementaire qui devient de plus en plus favorable. Donc au niveau européen, l'usage des macroalgues et des microalgues, ça va dépendre de plusieurs règlements et recommandations, notamment sur l'aspect novel food, donc le règlement 2283 et le règlement des compléments alimentaires. Et du coup, dans ce règlement, donc on a toute une liste d'ingrédients et il y a eu tout un travail pour élargir cette liste où en fait tous les aliments qui n'ont pas été consommés de manière significative dans l'UE avant 1997, ils doivent faire l'objet d'une évaluation de sécurité avant la mise sur le marché. Mais que justement, il y a eu de nombreuses espèces d'algues, dont certaines microalgues et macroalgues, qui peuvent obtenir des autorisations spécifiques. Et il y a eu tout un travail pour élargir cette liste d'algues et pour étoffer de nouvelles espèces d'algues qui n'ont pas besoin de faire cette démarche et pour pouvoir faciliter leur commercialisation. Donc aujourd'hui, on est dans un cadre réglementaire qui est plutôt de plus en plus opportun et notamment grâce au travail de l'association EABA qui sera représentée tout à l'heure. Et donc, au niveau de français, donc ça s'articule, la réglementation européenne et française, où on a une liste nationale d'algues qui est publiée, autorisée à des fins alimentaires, mais aussi une liste d'algues autorisées dans les compléments alimentaires. Il y a 2 références spécifiques, avec aussi des recommandations sur la gestion de la contamination, parce qu'il faut savoir que les algues, ça absorbe aussi des éléments de leur environnement, et ça peut contenir notamment des métaux lourds, et donc il y a des seuils qui sont recommandés par le cadre législatif français.
Pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment approfondir ce point réglementaire, il y a un très très bon travail qui a été produit par le CEVA et la plateforme Sensalg pour avoir ce décryptage des algues qui sont autorisées ou non pour l'industrie agroalimentaire, que je vous recommande grandement d'aller consulter. Parce qu'en fait, la liste des algues aujourd'hui, elle n'est pas exhaustive, elle va être amenée à évoluer au fil du temps avec ces fameuses accréditations Novel Food. Donc, c'est une très bonne ressource pour se tenir au courant de quelles espèces sont autorisées ou non aujourd'hui sur le marché français et européen. Et en effet, donc, à l'échelle régionale, il y a eu l'enquête auprès des industriels de l'agroalimentaire et on a aussi fait un travail d'enquête auprès des acteurs de la filière algues pour voir, eux, quels leviers ils percevaient pour le marché de l'agroalimentaire comme une opportunité. Donc, les acteurs de la filière disaient qu'eux, ils se rendent compte qu'il y a un réel changement de perception des macroalgues et des microalgues, qu'aujourd'hui, c'est un produit qui devenait de plus en plus comestible dans la conception commune. Et que, alors ça, c'est une enquête qui a été faite à l'échelle nationale sur le public français. Les éléments différenciants de cette biomasse comparée à d'autres alternatives protéines, c'est qu'on voit l'aspect local de la ressource. Les bénéfices nutritionnels sont bien connus et c'est surtout comme source alternative de protéines où c'est le plus reconnu. Et qu'aujourd'hui, pour lever et faciliter l'accès au marché, les acteurs de la filière disaient qu'il faudrait plutôt cibler un marketing sur les bienfaits santé et le fait que ça contribue à la transition des systèmes alimentaires. Et pour faciliter l'intégration dans le régime quotidien, il y a eu le même son de cloche de la part de l'industrie agroalimentaire et aussi des acteurs de la filière algues, c'est qu'il faut de l'éducation à la préparation des algues, aux recettes, qu'il faut passer peut-être de produits qui sont du domaine des compléments alimentaires à des produits de grande consommation, prêts à consommer, et avoir une meilleure accessibilité des produits via les canaux de distribution classiques. Voilà. Et donc, on vous propose aujourd'hui d'approfondir justement grâce au retour d'expérience de Seaforers et d'Algama, que je remercie grandement d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui manque et comment faciliter et développer l'accès au marché de l'industrie agroalimentaire et quelles sont les opportunités d'innovation dans ce domaine-ci. Donc, je vais inviter Nicolas et Jean-Paul à ouvrir leur caméra et ouvrir leur micro, qui vont vous poser des questions dans le chat lors des présentations, déjà sur la stabilité de Talgama, sur les process thermiques invasifs, sur la stérilisation et la surgélation. Est-ce que Ouais, ça fonctionne très bien. ouais. On a beaucoup travaillé, mais ça fonctionne très bien. Est-ce que vous envisagez d'utiliser des macroalgues plus tard? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Algama est plus sur un segment micro. Non seulement ça, mais on a deux lignes de programme à l'heure actuelle sur macro. Ok. On n'est pas encore au niveau client, mais on voudrait se démarquer et pas faire que de l'alginate. On ne va pas se mettre en concurrence avec les très gros sur ce sujet. Donc, nous, on est sur les fonctions et combinaisons de fonctions. Donc là, on est dans l'analyse des synergies sur ce sujet. Et oui, on avait une réunion de labo ce matin. On a passé une demi-heure sur macro. Ça marche. Et la dernière, c'est vous avez des exemples d'applications en Savory? Je ne sais pas ce que c'est, Savory. J'espère que Alors, moi non plus, je ne sais pas si j'écorche le nom. Est-ce que donc Claire Trion peut préciser ta question, s'il vous plaît? Et Savory. Ouais, sauce condimentaire. Alors, bon, on a eu d'accord. On a eu les mayonnaises, mais pour l'instant, on relance des aspects mayonnaise, mais plutôt au niveau D, d'ailleurs même pas R, au niveau D, en collaboration avec un très gros acteur aussi. Ça marche. Et un peu une question générale pour vous deux, c'est moi qui vais la poser, c'est sur les freins techno dont on a parlé, lesquels vous pensez sont prioritaires? Est-ce que c'est l'amélioration des propriétés organoleptiques? Est-ce que c'est la stabilisation de la biomasse? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est facile de faire une priorité puisque c'est des synergies, tout ça. On peut pas prendre l'un sans l'autre, hein. On peut pas s'amuser à avoir un truc qui sera vert, pas beau, mais qui sera la bonne émulsification. Il faut qu'il y ait, c'est un ensemble. Et puis, de toute façon, c'est une acceptabilité tout court. Bon, nous, on se cantonne on s'attache à ne pas changer les lignes les lignes de production. Donc, on travaille énormément pour qu'il n'y ait pas de choc organoleptique, qu'il n'y ait pas de choc technique. Ça fait partie énormément du travail et c'est dans les cahiers des charges. Et, Nicolas, peut-être tu veux...
Pardon. L'approche sur les macroalgues est un peu différente, surtout si on veut vendre de la macroalgue sans faire de l'ultra transformé derrière. Donc, on est obligé d'aller sur l'accessibilité, pardon. Et en plus, il y a une question finalement de stabilisation de la matière première, ce que tu évoquais, Anne-Cécile. C'est une vraie question parce que on sait que la production est saisonnière, il faut pouvoir stabiliser les algues, il faut produire toute l'année derrière. Donc, il y a une échelle, il y a un process industriel qui doit être développé. Aujourd'hui, on voit bien en France, aujourd'hui, l'industrie de la transformation et de la valorisation des algues n'en est qu'à ses débuts. Il y a encore beaucoup à faire. Et il y a énormément à faire aussi sur la partie de la culture, c'est-à-dire en amont, la recherche, avoir les bonnes algues, les algues d'intérêt, les sélectionner pour leurs propriétés et pour l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, il y a tout un travail là-dessus, où on pourrait d'ailleurs accélérer en travaillant en collaboration avec des produits des pays d'Asie qui ont une avance sur la recherche par rapport à nous, c'est sûr. Je vois qu'il y a une question sur l'ultra-transformation. Oui, En fait, je ne sais pas ce que veut dire ultra-transformation et je ne sais pas ce que veut dire ultra-transformé. Par contre, c'est sûr qu'on s'attache, et c'est une ligne de travail, c'est de diminuer le nombre d'ingrédients. Donc nous, on est maintenant tenu dans le tamalga, on est rendu à 6 ingrédients, je crois, ou 5. Et on cherche à être au mieux. Mais pour nous, c'est pas quelque chose de transformé, d'avoir 3 ou 4 ou 5 ingrédients. Donc là, il y a une notion assez, comment dire, spectaculaire de parler d'ultra transformé. Mais on ne mange pas tous que des carottes crues et sans préparation. Donc pour moi, c'est. Okay. On Alors avait en fait, elles sont assez brutes. Hein. Elles sont assez brutes et de toute façon, on est embêté avec les algues. Il va y avoir un moment, si on commence à aller trop loin, on va tomber sous le coup de novel food. Donc en fait, on fait un peu de séparation que de la purification. Pour ne pas tomber dans l'extrait d'algues, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, pour nous, ça serait un problème. Parce qu'il y a une zone grise, sur le food. Et la liste de food où on tomberait sur nécessité de faire un dossier novel food, ce qu'on veut bien entendu éviter dans tous les cas. Ça marche. Il y a aussi une question sur les espèces qui sont exploitées en microalgues. Alors, je ne sais pas si la question elle est chez Algama ou chez C4Earth. Après, sur la liste du coup des espèces qui sont sur les listes Novel Food, j'ai mis aussi dans le chat un peu plus haut le PDF, voilà, le document de synthèse du CEVA qui dresse vraiment toutes les espèces avec les réglementations entre les règlements français et les règlements européens. C'est commercialisé ou c'est produit fini? Voilà, Alors, vous êtes en B2B côté nous, on est en Algama et côté B2B, donc, C4Earth, nous, on est en B2B, donc on ne sait pas forcément que c'est commercialisé. Par contre, ça l'est en Europe et en Amérique du Nord. Hein. Et côté Et en Allemagne C4Earth, à l'heure actuelle. En Allemagne. ça marche. Côté C4Earth, vous aussi, vous avez qualifié du coup votre besoin marché pour les produits finis que vous comptez développer? Oui, et les premières commercialisations seront cette année. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je propose qu'on s'arrête là pour laisser le temps à Valorial de présenter Up for Food, l'opportunité de Up for Food. Je vais laisser la main à Lola et je vous remercie encore très sincèrement, Jean-Paul et Nicolas, de vos interventions et de votre disponibilité. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Anne-Cécile, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au Technocampus et au PMBA pour cette invitation, pour laisser un petit peu le temps de présenter un beau projet européen. Alors, je partage tout de suite mon écran. Hop. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ou à intervenir. Normalement, vous devez voir mon écran en entier. Merci. C'est bon, voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler du projet Up for Food, mais avant, donc, je m'appelle Lola Nicolas. Moi, je suis chargée de projet Europe et international au sein du pôle de compétitivité Valorial. Je vais vous en dire quelques mots juste après pour ceux peut-être qui ne nous connaissent pas encore. Mais en tout cas, la nature du projet Up for Food, ce qu'on ambitionne, c'est de renforcer les capacités d'innovation des entreprises agroalimentaires de l'arc atlantique.
Quelques mots au sujet de Valorial. Donc, qui sommes-nous? On se définit donc comme un pôle de compétitivité pour sa définition, on va dire, très franco-française, mais on se définit plutôt au niveau européen comme un cluster d'innovation pour les filières agri- et agroalimentaires. Vous pouvez voir qu'on réunit une communauté d'adhérents d'à peu près 400 adhérents sur trois régions. Effectivement, Valorial a son siège qui est basé à Rennes, en Bretagne, mais on travaille également en Normandie. On a même des collaborateurs basés à Caen. Et je suis moi-même voilà, représentante du territoire ligérien parce que je suis basée à Nantes. On a également aussi un collègue, Philippe Alibert. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il est délégué territorial pour la région Pays de la Loire. Notre mission à Valorial, c'est essentiellement, voilà, notre cœur de métier, c'est vraiment l'innovation. C'est vraiment d'amener nos adhérents à challenger leurs projets de recherche et innovation. Parmi notre communauté d'adhérents, comme je vous disais, à peu près 400 adhérents, on a des petites et des grandes entreprises, on a des startups, des PME, des ETI, des grands groupes. On a des acteurs de la recherche, des centres techniques, des plateformes technologiques, des interpros, voilà, des organisations aussi et des organismes de transfert et d'enseignement. Et donc, répartis à travers tout le Grand Ouest. Donc, on a des activités de pôle de compétitivité classiques, hein, voilà, comme je vous disais, accompagner nos adhérents dans le montage de leurs projets recherche et innovation. Nous, l'approche un peu différenciante et qui dénote un petit peu, c'est quand même qu'on essaye toujours de le faire sur une démarche collaborative. On est vraiment sur le montage de projets collaboratifs. On fait de la labellisation, on propose aussi la labellisation donc, des projets, lorsque voilà, ça peut permettre de stress test, de challenger un petit peu le projet pour ensuite lui donner plus de solidité au moment d'aller présenter ce projet, d'aller chercher les financements auprès des différents guichets, qu'ils soient régionaux ou étatiques, voire européens. Et puis, voilà, on propose aussi des activités de mission de conseil un peu plus sur mesure sur le management de l'innovation. Et puis, voilà, des activités de veille, de ressourcement, et puis une palette, un calendrier d'événements en présentiel et en distanciel qui est bien fourni également. Donc, voilà pour les quelques mots à propos de Valorial. Et donc maintenant, pour revenir au projet européen Up for Food. Donc le projet européen Up for Food, il a comme thématique, il s'articule autour des ressources marines. En fait, le projet Up for Food, il émane d'une enveloppe qui s'appelle une programmation en fait de l'Europe qui s'appelle Interreg Atlantic Area. Donc les projets Interreg ont toujours comme volonté de rapprocher en fait, de faire collaborer les différentes régions européennes entre elles. Donc, on est vraiment on met le pied à l'étrier à ces différentes régions pour travailler entre elles. Et puis, il y a différentes aires géographiques. Donc là, Atlantic Area, vous comprenez que du coup, c'est plutôt les régions de l'Irlande, de l'Espagne, de la France et du Portugal qui ont une côte avec l'océan Atlantique. Donc, les ressources marines, comme je vous le disais, petit rappel de l'objectif du projet, c'est de renforcer, d'encourager, de renforcer les capacités d'innovation des entreprises agroalimentaires. Alors, j'ai mis PME, on le précise, parce que comme c'est assez souvent le cas, pas exclusivement, mais assez souvent le cas dans les projets européens, lorsqu'il y a des financements ou des cofinancements, ils sont très souvent plutôt orientés vers les PME. Ça ne veut pas dire que les actions sont uniquement pour les PME. Il y a des actions de ressourcement, d'accès à des reports ou des choses comme ça, là, qui sont ouvertes à l'ensemble des entreprises et même des pouvoirs publics, par exemple, ou des citoyens. C'est possible aussi, mais dès lors qu'il y a une question quand même de financement, de cofinancement, on va plutôt se diriger vers les PME. Donc, renforcer les capacités d'innovation des entreprises agroalimentaires en leur facilitant finalement l'accès à des expérimentations pour créer de nouveaux produits, de nouveaux procédés, tester des technologies, grâce à des partenariats avec des centres techniques et des clusters d'innovation. Puisqu'en effet, ça me permet de faire le lien avec en fait, le montage du consortium. Donc, dans le projet européen Up for Food, on est 11 partenaires répartis entre moitié pôle de compétitivité, centre d'innovation en agroalimentaire et l'autre moitié des centres techniques et des centres de recherche, ce qu'on appelle du coup dans notre jargon les RTO. Vous pouvez voir que côté France, donc Valorial se positionne en tant que cluster. Et puis côté centres techniques sont montés à nos côtés, du coup 2 centres techniques normands qui se sont manifestés pour monter dans le projet. Donc voilà, c'est un petit peu le hasard de la carte, mais c'est comme ça que ça s'est fait.
Le projet a démarré en janvier de l'année dernière et s'étend jusqu'en décembre 2026. Donc voilà, une durée assez classique de projet européen, donc sur 3 ans. Ce qui va vous intéresser le plus en tant qu'entreprise aujourd'hui présente à ce webinaire, donc c'est les 4 typologies de bénéfices. Moi, je les résume de la manière suivante. Premier niveau de bénéfice, ça va être accès à une collection de ressources en lien avec les ressources marines. Donc là, le scope, il est assez large. Chaque partenaire est aussi un petit peu libre de l'interpréter, de mettre à disposition cette collection de ressources en fonction voilà, de ce que nos adhérents voilà, peuvent exprimer. Donc, mais ce qu'on a fait quand même en commun, on a établi un mapping en fait des compétences techniques qui étaient disponibles sur les différents territoires représentés au sein du consortium Up for Food. Donc c'est une plateforme en ligne, c'est accessible depuis le site web d'Up for Food. Et donc voilà, l'idée c'est que les centres techniques, pas exclusivement ceux qui sont montés dans le projet, mais tous les centres techniques, c'est ouvert à tous les centres techniques, de pouvoir se faire en fait référencer sur cette plateforme. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'action et accès à du ressourcement. On fait aussi tout un tas d'événements voilà, de networking pour connecter les acteurs entre eux. Le webinaire d'aujourd'hui est typiquement une manifestation assez classique de ce qu'on peut proposer en termes d'événements aussi de networking et de ressourcement pour voir l'ensemble des dispositifs, des actions qui sont menées sur les différents territoires. Et puis, deuxième niveau de bénéfice, donc la possibilité de bénéficier de pilot tests ou de tests pilotes délivrés par les 6 centres techniques. Alors, malheureusement, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque c'est une action qui maintenant désormais est close. En fait, il y a eu un appel à manifestation qui a été publié janvier-février de cette année, excusez-moi. Et donc, l'objectif, c'était de permettre en fait à des entreprises donc, qui travaillent sur les ressources marines. Donc, ressources marines, nous, c'est super large, hein. Mais voilà, de pouvoir travailler avec un centre technique et le centre technique, en fait, va pouvoir voilà, travailler avec l'entreprise en question. Donc, il y a tout un process d'appel. Il y a eu un process d'appel à candidature, d'évaluation et de sélection. Et donc là, on a un total de 12 entreprises qui vont pouvoir bénéficier de tests pilotes qui vont être délivrés par les 6 centres techniques du consortium Up for Food. Et donc concrètement, c'est une prestation en fait pour les entreprises qui est de nature en fait gratuite, gracieuse, offerte. Voilà, l'idée c'est que les entreprises et les centres techniques bien sûr continuent de collaborer après on va dire le soutien d'Up for Food. Mais voilà comment ça se passe. Donc cette action pour l'instant est close. Pour l'instant, elle n'est pas amenée à se renouveler. L'opération n'est pas amenée à se renouveler. Mais voilà, on va lancer les premiers tests pilotes à partir de, je pense avant l'été, on va pouvoir commencer à tout caler. Troisième niveau de bénéfice, c'est peut-être voilà, celui sur lequel je voulais vraiment insister, mettre en lumière aujourd'hui, c'est la possibilité pour les entreprises de bénéficier de services d'accompagnement à l'innovation. Et je vais le détailler du coup juste maintenant. Donc c'est en fait ce qu'on appelle un catalogue de services BIF. Encore une fois, c'est un petit peu du jargon très, très européen, mais en fait, c'est des services qu'on appelle Business Innovation Facilities. L'objectif, en fait, c'est de proposer, lorsque les entreprises, par exemple, leurs besoins en termes d'inno vont au-delà, en fait, ou sont pas adaptés ou vont au-delà d'un test, d'une expérimentation avec un centre technique, ça va plutôt passer du coup, par les pôles, par les clusters. Donc, on va proposer, en fait, un catalogue de services qui est là pour voilà, continuer de booster l'innovation, la durabilité, toujours autour des ressources marines. Et puis, l'idée, c'est aussi qu'on travaille entre régions. Donc, on travaille avec nos partenaires irlandais, nos partenaires espagnols, nos partenaires portugais. Et donc, voilà, un catalogue de services de soutien à l'innovation destiné à accompagner les PME du secteur agroalimentaire. Donc, ça peut être voilà, des mises en relation, ça va être sur l'axe collaboration, ça peut être des ateliers d'émergence de projets. Donc, je pense que Valorial, c'est surtout ça qu'on va pouvoir pousser et réaliser. Ça peut être l'accès à des market trends, un petit peu de market intelligence, ces actions-là. Voilà, l'accompagnement, il va plutôt s'articuler autour de 4 grands piliers au niveau du consortium. Donc, du soutien à l'innovation et aux technologies, de l'aide à la mise en conformité, à la durabilité, des analyses marché, des attentes consommateurs, et puis du développement commercial et voire l'ouverture à l'international. Nous, c'est ce qu'on va essayer de proposer, de pousser en tout cas côté Valorial, puisqu'on voit que voilà, nos adhérents ont des attentes sur ce sujet. Voilà, donc ça, c'est le catalogue qu'on propose.
on peut pas tout révéler aujourd'hui puisque voilà, les partenaires qui sont notamment en charge voilà, de tout finaliser travaillent dessus d'arrache-pied. Donc, mais je pense que courant juin, on va pouvoir voilà, publier le catalogue et comme ça, voilà, les entreprises pourront choisir s'il y a des services qui peuvent voilà, être bons de solliciter. Et donc, ça passera, il y aura toutes les démarches, hein, bien entendu, les critères d'éligibilité, la période, la fréquence, hein, laquelle on va pouvoir, auquel on va pouvoir délivrer ces services. Et puis, il y a des services voilà, qui vont être propulsés par Valorial. Il y a d'autres services qui pourraient être d'intérêt, mais qui vont plutôt être propulsés par exemple, le cluster espagnol, Cluster Alimentario de Galicia, ou le cluster espagnol, ou le cluster portugais, par exemple. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi. Ce sera des prestations qui seront, comme je vous expliquais avant, je vous présentais avant sur les tests pilotes, ce seront des services qui seront délivrés de manière gratuite pour les entreprises. Voilà ce que je peux vous dire sur ce catalogue. Donc, stay tuned, du coup, courant juin, lorsqu'on va pouvoir faire la publication officielle de ce catalogue. En attendant, si vous avez la moindre question, si vous voulez suivre les actualités du projet, je vous invite à suivre la page LinkedIn du projet. Voilà, on poste de manière hebdomadaire. Voilà, comme ça ne pollue pas trop non plus. Mais voilà, moi, vous pouvez suivre les activités, comment on avance. Et puis, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas. Je travaille aux côtés de Marina Diaz, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous mettre bien toutes les deux en copie. On centralise toutes les demandes et puis on revient vers vous dans les meilleurs délais. Je remercie le Technocampus pour l'organisation et puis Anne-Cécile du coup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette mise en visibilité du projet Up4Food. C'est tout pour moi. Merci Lola. Je pense qu'il y a une question. Est-ce que la demande est de savoir ce que ça veut dire Citizen Science Action? Oui, Citizen Science Action. Oui, tout à fait. Excusez-moi, voilà. J'ai oublié de présenter un petit peu cette action, cette dernière action. C'est peut-être celle sur laquelle on a le moins vraiment pas encore commencé tout à fait à travailler. En fait, les Citizen Science Action, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer. Alors, des événements, ça va être protéiforme, hein. Ça peut être une fête de la science, ça peut être un atelier de dégustation, ça peut être organiser une visite pour des écoles dans une ferme ou apprendre, faire des ateliers de cuisine pour des ados. Du coup, pour le coup, ça c'est vraiment protéiforme et on commence à brainstormer en fait sur voilà, les formats que ça va pouvoir prendre. Je pense que ça verra plutôt le jour en deuxième partie de l'année 2025, plutôt. Donc, c'est hyper libre en fait et ça va vraiment être aux partenaires de pousser. S'il y a des entreprises qui ont des idées, il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter. On est plutôt preneurs parce que ça nous permet d'adapter les formats et voilà, si les entreprises continuent, nous font remonter leurs idées. Voilà, pour nous, ça nous enrichit, au contraire. Et ce sera plutôt en 2026? Non, plutôt 2025, plutôt sur la deuxième partie de l'année 2025. Moi, je pense plutôt à partir de septembre, octobre, novembre, décembre 2025, qu'on va pouvoir commencer à mettre en place les Citizen Science Actions. Ok, et ça sera sur le site Up4Food. Oui. Oui, bientôt. Et puis aussi sur le site de Valorial. Hein, d'accord. Voilà. Site de Valorial ou site web Up4Food, la page LinkedIn aussi, on anime régulièrement. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir. On est à l'heure, en tout cas. Donc, c'est parfait. Juste pour rappeler qu'effectivement, ce webinaire est enregistré, vous le retrouverez sur notre site internet. Et puis, écoutez, merci en tout cas, Lola, Anne-Cécile, de nous avoir sollicité, surtout Anne-Cécile, pour organiser ce webinaire qui apparemment est de fort intérêt, donc ça tombe très bien. Et puis merci Viviane également pour ta présentation. Et puis à Nicolas et Jean-Paul. Voilà, je ne vais pas me tromper. Merci à vous et puis bonne journée.